Alors, une fois qu'on a vu ça, quelles sont les sources du droit fiscal international et européen? Alors déjà, un premier point, je pense, qui est important de rappeler, même si vous êtes en M1, si vous regardez ce cours, vous le savez déjà. Alors, le droit fiscal en droit français, il y a un principe, il y a des principales sources de droit fiscal en droit français qui régissent la matière. Donc évidemment, l'article 34 de la Constitution, on a des sources réglementaires, les décrets, on a également la doctrine administrative qui est un véritable outil d'harmonisation pour l'administration fiscale et qui est obligatoire pour ses agents dans l'utilisation, mais le contribuable, donc ça c'est les articles 80A et 80B du LPF, rappelle que le contribuable n'est pas obligé de suivre la doctrine fiscale en la matière. C'est vraiment un outil d'harmonisation pour l'administration. Alors, les sources du droit fiscal aussi en droit européen, maintenant en droit fiscal de l'Union européenne. Alors, d'abord, et moi je pense que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de rappeler les enjeux de ce droit fiscal européen. Et d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que en soi, une organisation internationale, ça n'a pas vraiment de souveraineté, quoi. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le, le- les États délèguent leurs compétences, mais pas complètement en la matière. Et donc, surtout, on en a parlé dans la vidéo d'avant, mais quand il y a des enjeux de souveraineté tels que la fiscalité, en réalité, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a une entité souveraine qui a la source de ses compétences auprès des États. Donc, qui peut transférer sa compétence? Les États. Et donc, on crée des organisations internationales en réalité parce qu'on a besoin d'une action collective, parce qu'on a besoin de cette collectivité. Le problème, c'est que l'organisation internationale, elle fonctionne que si elle est efficace, elle est légitime que si elle est efficace, et elle n'est pas efficace si elle ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc en réalité, si aucun État n'est prêt à déléguer sa souveraineté en la matière, il n'y a pas vraiment d'organisation internationale. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais en réalité, on dit que les États, dans l'exercice de leur souveraineté, délèguent en quelque sorte une partie de leur souveraineté. Donc, en un sens, ils ne délèguent pas leur souveraineté puisqu'ils agissent dans le cadre de leur souveraineté. Voilà. Et donc, l'article 5.2 du TFUE nous dit que le principe d'attribution, et ça va être important, requiert que l'Union n'agisse que s'il existe un fondement dans les traités qui le lui permettent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'Union européenne n'est capable d'agir dans une matière en particulier comme la matière fiscale que s'il y a une délégation expresse de compétences en la matière. Et donc, on en retrouve deux types. On a la compétence exclusive, donc c'est par exemple en matière de concurrence où l'Union européenne a seule la compétence en la matière. On a la compétence partagée où on est de l'ordre du domaine partagé entre la compétence de l'Union dans son ensemble et la compétence des États membres. Maintenant, la fiscalité, c'est un peu spécial parce que en soi, elle rentre dans aucune des deux de ces catégories-là. Et donc, logiquement, vous allez me dire, si vous suivez le raisonnement, que l'UE n'a pas de compétences en droit fiscal et donc ça revient juste aux États membres. Ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'en réalité, l'UE a quand même pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Et donc, si elle n'a aucune compétence en matière de fiscalité, si elle peut rien faire en matière d'harmonisation de l'imposition, son objectif de fonctionnement, son bon fonctionnement, est compromis quoi, complètement. Et donc, c'est pour ça que certains articles, et on va le voir un peu plus en détail après, donnent à l'Union européenne une action en matière fiscale. Et c'est l'harmonisation positive, donc où l'UE agit dans le cadre de directives envers les États membres. On a aussi l'harmonisation négative, où elle crée un cadre dans lequel les États peuvent agir. C'est-à-dire que les États membres peuvent agir dans un cadre prédéterminé. On limite leur action. C'est en ce sens que c'est une harmonisation négative. On ne leur dit pas vous devez faire ça. On leur dit hey, vous pouvez pas faire ça. Et donc c'est pas du tout la même chose. Et dans la prochaine vidéo, on verra un peu plus en détail ce que c'est l'harmonisation négative.